Chapitre 101 La carafe. Avant que le navire anglais disparaisse à nos yeux, il venait de Londres, disons-le ici, et portait le nom de feu Samuel Enderby, négociant en cette ville, fondateur de la maison d'industrie baleinière Enderby et Fils, maison qui, selon ma modeste opinion de baleinier, n'a rien à envier aux maisons des Tudors et des Bourbons réunis quant à son réel intérêt historique. Ma nombreuse documentation sur la pêche ne me dit pas clairement depuis combien de temps cette maison existait avant l'année de notre Seigneur 1775, mais cette année-là, 1775, elle arma pour la pêche au cachalot les premiers navires anglais qui, depuis lors, chassèrent régulièrement, cela bien que depuis une quarantaine d'années, dès 1726, nos vaillants coffins massaient de Nantucket et du Vineyard, et déjà eu des flottes nombreuses chassant le cachalot dans l'Atlantique nord et sud, mais pas ailleurs. Il faut faire remarquer ici que les Nantuckais furent les premiers à harponner le cachalot avec un acier civilisé et que pendant un demi-siècle, ils furent les seuls à le faire. En 1768, un beau navire, l'Amelia, armé à cet effet aux seuls frais des énergiques Enderby, doubla le cap Horn et fut le premier à mettre à la mer une baleinière, de quelque nature qu'elle fût, dans la grande mer du Sud. Le voyage fut adroitement mené et fructueux, et, le navire étant rentré au bercail, la cale pleine de précieux spermaceti, l'exemple de l'Amelia eut au fait d'être suivi par d'autres navires, tant anglais qu'américains, ainsi la pêche au cachalot se trouva portée dans l'océan Pacifique. Mais non contente de cette bonne action, l'infatigable maison se démena à nouveau. Samuel et tous ses fils, seule leur mère sait combien ils étaient, persuadèrent le gouvernement anglais d'envoyer sous leurs auspices, et je pense partiellement à leurs frais, la corvette de guerre Rattler, en expédition baleinière de découverte dans les mers du Sud. Commandé par un capitaine de vaisseau, le voyage du Rattler fit du bruit et rendit quelques services, on voit mal lesquels. Mais ce n'est pas tout. En 1819, cette même maison arma un navire baleinier à elle pour une croisière d'exploration dans les eaux lointaines du Japon. Ce navire, la Sirène, le bien nommé, fit une noble croisière expérimentale et c'est depuis lors que furent connus les grands parages de pêche japonais. Lors de ce fameux voyage, la Sirène fut commandée par un certain capitaine Coffin de Nantucket. Honneur donc aux Enderby, dont la maison existe encore aujourd'hui. Si je ne me trompe quoique, sans doute, son fondateur Samuel doive avoir depuis longtemps largué son amarre pour la grande mer du sud de l'autre monde. Le navire portant son nom était digne de cet honneur. Très rapide, c'était à tous égards un noble bâtiment. Je montai à son bord une fois, à minuit, au large de la Patagonie, et j'y bus un bon flip dans son gaillard d'avant. Nous eûmes une belle gamme, chaque homme, à son bord était un brave cœur, qu'ils aient une vie courte et une mort joyeuse. Et cette gamme à laquelle je participais, longtemps, bien longtemps après que le vieil Achab y eut posé son pied d'ivoire, me rappelle l'hospitalité généreuse, solide, teutonique de ce navire. Que mon pasteur m'oublie et que le diable se souvienne de moi si jamais je la perds de vue. Ai-je dit que nous y bûmes du flip? Oui, du flip, au taux de 10 gallons à l'heure, et quand vint le grain, car il y a des grains au large de la Patagonie, et quand l'équipage, et les visiteurs aussi, furent appelés pour prendre des risses à la une. Nous étions tous si chargés dans les hauts, que nous dûmes grimper en nous aidant les uns les autres dans les boulines, et que, sans nous en rendre compte, nous ferlâmes les pans de nos vareuses dans les voiles, de sorte que nous restâmes suspendus là, dûment attachés dans les hurlements de la tempête, avertissement exemplaire pour tous les maturins saouls. Les mâts toutefois tinrent bon, et petit à petit, nous descendîmes à quatre pattes, si dégrisés que nous dûmes faire une nouvelle tournée de flip, bien que l'écume sauvage et salée giclant par l'écoutille de descente du gaillard, d'avant lu par trop dilué et assaisonné pour mon goût. Le bœuf était bon, coriace mais consistant. Il disait que c'était du bœuf de bœuf, mais d'autres affirmaient que c'était du bœuf de dromadaire. Je n'ai jamais très bien éclairci la question. Ils avaient aussi des boulettes, petites mais substantielles, parfaitement rondes et tout à fait indestructibles. J'eus l'impression qu'on pouvait, une fois avalées, les sentir rouler en soi et qu'en se penchant un peu trop en avant,
elles risquaient de ressortir comme des boules de billard. Le pain, mais cela on ne pouvait rien, était antiscorbutique. Bref, le pain était la seule nourriture fraîche qu'ils eussent. Mais il ne faisait pas très clair dans le gaillard d'avant, et on pouvait toujours se réfugier dans un coin sombre pour le manger. Mais en gros, prix de la quille à la pomme de mât, considération faite de la taille des marmites du coq et de ces vivantes marmites pansues, de l'avant à l'arrière, dis-je, le Samuel Enderby était bon vivant, bonne chair abondante, bon flip corsé, des gars d'élite, tous du talon de leurs bottes à leur ruban de chapeau. Mais vous vous demandez comment il se fait que le Samuel Enderby et d'autres navires baleiniers anglais de ma connaissance, pas tous cependant, aient dispensé pareille hospitalité, et qu'ait pu y circuler ainsi le bœuf, le pain, la carafe et la plaisanterie, et que les hommes ne fussent pas tôt lassés de manger, de boire et de rire. Je vais vous le dire. Cette abondance est matière à recherche historique. Et je n'ai jamais été regardant en fait de recherche historique quand elle m'a paru nécessaire. Les Hollandais, les Zélandais et les Danois précédèrent les Anglais dans la pêche à la baleine. On leur doit de nombreux termes de pêche encore en usage, et qui plus est, leur vieille coutume de grasse mesure pour le boire et le manger. Car, en général, les navires marchands anglais lésinent pour leur équipage, ce qui n'est pas le cas des navires baleiniers, de sorte que cette opulence n'est pas, aux yeux des Anglais, normale et naturelle, mais fortuite et particulière, et doit avoir dès lors une origine que nous relevons déjà ici et que nous éclaircirons plus loin. Au cours de mes recherches léviathanesques, je suis tombé sur un ancien ouvrage hollandais dont les relents de baleines me disaient qu'il y était question de baleiniers. Je conclus d'après son titre de Don Koopman que ce devaient être les mémoires inestimables de quelques tonneliers d'Amsterdam, puisque tout navire baleinier a son tonnelier de bord. Je fus confirmé dans mon opinion en voyant que l'auteur s'appelait Fitz Swackhammer. Mais mon ami, le docteur Snodhead, un très savant homme, professeur de base allemand et de haut allemand à l'université de Saint-Nicolas et de Saint-Pot, à qui j'avais remis l'ouvrage aux fins de traduction, lui faisant cadeau pour peine d'une boîte de bougies de cire de spermastie. Ce docteur Snodhead, à peine eut-il aperçu le livre, m'assura que Dan Koopman ne voulait pas dire le tonnelier, mais le négociant. Bref, ce docte et vieux livre traitait du commerce de la Hollande et abordait, entre autres sujets, des questions très intéressantes sur la pêche à la baleine. Au chapitre intitulé Smière ou Grèce, j'ai trouvé une liste détaillée des vivres embarqués par 180 navires baleiniers hollandais. Je relève la suivante, traduite par le docteur Snodhead. 400 000 livres de bœuf salé. 6 000 livres de porc salé de frise. 150 livres de morue sèche. 550 000 livres de biscuits. 512 000 livres de pain frais. 2,800 livres de fréquin de beurre. 2000 livres de fromage de Texel et de Leyde. Fin 404 000 livres de fromage, probablement d'une qualité inférieure. 500 ganques en cœur de genièvre. 1000 mouères de bière. Si la lecture de la plupart des tables statistiques est desséchante, ce n'est pas le cas dans ce livre où le lecteur est noyé dans la grande futaille, les barils, les quarts de gallon, les canons de bon genièvre et la bonne chair. À l'époque, j'ai consacré 3 jours à la studieuse digestion de toute cette bière, de ce bœuf, de ce pain, au cours de laquelle bien des pensées profondes me vinrent, susceptibles d'une application transcendantale et platonicienne. En outre, j'ai consulté des tables, dressées par moi, des quantités probables de morue sèche, etc., consommées par chaque harponneur de l'ancienne pêcherie au Groenland et au Spitzberg. Tout d'abord, les quantités de beurre et de fromage de Texel et de Leyde consommées paraissent surprenantes. Je les impute, toutefois, à leur naturel lardeux, à un appétit de graisse augmenté par leur métier et plus spécialement au fait qu'ils poursuivent leur gibier dans ces glaciales mers polaires, et jusque sur les côtes du pays des Esquimaux, dont les aborigènes trinquent fraternellement avec des rasades de tran. La quantité de bière est également énorme, 10-800 barils. Or, comme en ces régions arctiques, la pêche ne peut se poursuivre que lors de leur court été,
La croisière complète d'un de ces navires baleiniers hollandais n'excédait guère 3 mois, aller et retour, et si nous comptons un équipage de 30 hommes pour chacun de leurs 180 navires, nous obtenons 450 marins hollandais en tout. J'en déduis que cela donne exactement 2 barils de bière par homme pour une ration de 12 semaines, sans compter la jolie part qui leur revient sur les 550 ankers de genièvre. Que ces harponneurs à la bière et aux genièvres, pochardés comme on les imagine, eussent été les hommes qu'il fallait debout à l'avant d'une pirogue et lançant un dard sûr dans les rapides baleines, voilà qui paraît improbable. Pourtant, ils lançaient leur fer et prenaient du gibier. Mais il faut se souvenir que cela se passait dans le Grand Nord où la bière convient parfaitement à l'organisme. Sous l'équateur, dans notre pêche du sud, la bière endormirait le harponneur à la tête du mât et le trouverait pompette dans sa pirogue, d'où suivraient de lourdes pertes pour Nantucket et New Bedford. Mais en voilà assez. Nous en avons dit suffisamment pour montrer que les baleiniers hollandais d'il y a 2 ou 3 siècles étaient de bons vivants et que les baleiniers anglais ne méprisaient pas un si excellent exemple. Car, disent-ils, si vous naviguez avec une cale vide d'huile et ne pouvez rien retirer du monde de mieux, prenez-lui au moins un bon repas. Cela déleste la carafe. Chapitre 102. Un berceau de verdure aux îles des Arsacides. Jusqu'ici, en décrivant le cachalot, je me suis avant tout attardé à ses merveilles extérieures, ou bien j'ai traité séparément de quelques-unes de ses structures internes. Mais pour avoir de lui une vue d'ensemble et une compréhension plus complète, il me faut maintenant le déboutonner plus avant, délasser son pourpoint, ouvrir les boucles de ses jarretières, détacher les agrafes et les crochets des jointures de ses os les plus secrets, et vous le livrer dans son principe fondamental, c'est-à-dire son squelette. Mais comment, Ismaël, comment se fait-il que vous, simple canotier, ayez la prétention de savoir quoi que ce soit du monde intérieur de la baleine? L'érudit Stubb, perché sur le cabestan, vous aurait-il fait des cours sur l'anatomie des cétacés? Vous aurait-il viré une côte au guindeau pour ces démonstrations? Explique-toi, Ismaël. Pouvez-vous disposer sur le pont un cachalot adulte pour étudier, comme un cuisinier met un rôti de porc sur un plat? Sûrement pas. Jusqu'ici, Ismaël, vous vous êtes montré un témoin authentique, mais prenez garde à présent de ne pas vous octroyer le privilège du seul Jonas, celui de discourir de poutres, de solives, de chevrons, de faîtages, de lambourdes, de chevillages, composant la charpente du Léviathan, ainsi que des tonneaux de graisse des laiteries, des beurreries et des fromageries de ses entrailles. J'avoue que, depuis Jonas, peu de baleiniers ont pénétré plus avant que l'épiderme d'un cachalot adulte. Pourtant, j'ai eu la chance bénie d'en disséquer un en miniature. À bord d'un navire auquel j'appartenais, un bébé cachalot fut hissé en entier sur le pont pour son estomac dont on fait des fourreaux pour les barbelures des harpons et pour les fers de lance. Pensez-vous que j'ai laissé passer l'occasion de me servir de ma hachette d'embarcation et de mon couteau de poche pour briser le seau et lire le contenu de cet enfant? En ce qui concerne ma connaissance des os du Léviathan, parvenu à son gigantesque développement d'adulte, j'en suis redevable à feu mon royal ami Tranco, roi de Tranque, l'une des Arsacides. En effet, me trouvant à Tranque, il y a des années, alors que j'appartenais au navire marchand d'Alger, je fus convié à passer une partie des vacances arsacidiennes chez le seigneur de Tranque, en sa villa de palmiers à Pupella, dans un vallon au bord de la mer, non loin de ce que nos marins appellent Bambuville, la capitale. Parmi nombre de belles qualités, mon royal ami Tranco nourrissait un pieux amour pour tout objet rare, artistique ou singulier, et il avait réuni à Pupella toutes les œuvres précieuses dues à l'imagination de ces gens, principalement des bois sculptés aux dessins merveilleux, des coquillages ciselés, des lances incrustées, des pagaies coûteuses, des canoës aromatiques, tout ceci voisinant avec les merveilles naturelles, tribut que les vagues détentrices de trésors avaient rejeté à la grève. La principale d'entre elles était un grand cachalot échoué, après une tempête qui avait sévi durant un laps de temps inhabituel et qui avait été trouvé mort la tête contre un cocotier dont la plumeuse aigrette semblait son jet verdoyant. Lorsque son corps immense fut dépouillé de toutes les épaisseurs qui l'enveloppaient, et que ses os furent devenus d'une sécheresse crayeuse sous le soleil, l'on transporta délicatement son squelette dans le vallon de Pupella,
où l'abrite à présent un vaste temple de palmes seigneuriales. Aux côtés, on suspendit des trophées. L'histoire des Arsacides fut gravée sur les vertèbres, en hiéroglyphes étranges. Dans le crâne, les prêtres entretinrent une flamme perpétuelle et odorante, de sorte que la tête mystique laissait fuser à nouveau son souffle de vapeur, tandis que, suspendue à un arbuste, la terrifiante mâchoire inférieure se balançait au-dessus des dévots comme l'épée qui effrayait tellement Damoclès. C'était une vision étonnante. La forêt était verte comme les mousses de l'Isiglaine. Les arbres sentaient monter la sève vivante dans leurs fusaltiers. À leurs pieds, le métier à tisser de la terre besogneuse était tendu d'un tapis somptueux dont les vrilles de la vigne formaient la trame et les vivantes fleurs les ramages. Tous les arbres alourdis, les buissons, les fougères, les herbes et l'air messager menaient une activité incessante. À travers le galon des feuilles, la navette ailée du soleil tissait la verdure inlassable. Oh, tisserand affairé, tisserand invisible, arrête. Un mot, où s'en va l'ouvrage? Quel palais ornera-t-il? Pourquoi ce labeur sans fin? Parle, tisserand, que ta main se repose. Je ne veux échanger qu'un seul mot avec toi. Non. Vole la navette, et les images s'échappent du métier. Le courant du tapis ruisselle pour jamais au loin. Le tisserand-dieu tisse, le bruit de son travail l'assourdit et la voix humaine ne parvient pas jusqu'à lui et nous, qui contemplons le métier, nous voici à notre tour assourdis par son bourdonnement, et c'est seulement lorsque nous nous en échappons que nous entendons les 1000 voix qui nous parlent au travers, car il en est ainsi même dans les usines des hommes. Le vol des fuseaux couvre les mots, ces mêmes mots que l'on entend clairement depuis l'extérieur par les fenêtres ouvertes. C'est ainsi que furent surprises des Villini. Ah, mortel! Prends garde dès lors, car dans le vacarme du grand métier à tisser du monde, on peut surprendre au loin tes plus secrètes pensées. Ainsi dans ce métier à tisser de la forêt arsacidienne, ce métier vert, trépidant de vie, gigantesque désœuvré, était étendu le blanc squelette vénéré, et tandis que la trame et la chaîne s'entremêlent en bruissant autour de lui, le puissant oisif semble être l'astucieux tisserand, tout tapissé de vignes, chaque mois lui apportant des verdures plus fraîches et plus vertes, à lui qui n'est que squelette pourtant. La vie enveloppant la mort y glissant la vie, le Dieu inexorable épousant la jeune vie qui lui engendre des gloires aux têtes bouclées. Or, quand je rendis visite, avec le royal Tranco à cet étonnant cachalot, et que je vis le crâne devenu autel, et la fumée montant par où avait passé son souffle, je m'émerveillai de ce que le roi considéra une chapelle comme une curiosité. Il rit. Je m'émerveillai davantage encore de ce que les prêtres puissent jurer que son jet de fumée était authentique. Je passais et repassais devant le squelette, repoussais les vignes, me faufilais entre les côtes, et avec une pelote de fil arsacidien, je déambulais longuement dans ses méandres, dans l'ombre de ses colonnades et de ses mandrins. Mais bientôt ma pelote fut épuisée, je suivis le fil et je me retrouvai à l'entrée. Je n'avais rien vu de vivant à l'intérieur, rien que des os. Après m'être taillé une baguette verte comme étalon de mesure, je replongeai à l'intérieur du squelette. De la fente en forme de flèche ouverte sur le crâne, les prêtres me surprirent en train de prendre la hauteur de la dernière côte. « Qu'est-ce que cela » crièrent-ils. « Tu oses mesurer notre Dieu, cela nous incombe. » « Bien, prêtre, alors combien lui donnez-vous de longueur » Là-dessus, une contestation sauvage surgit entre eux au sujet de pieds et de pouces. Ils s'entrebrisèrent le crâne avec leurs mesures de bois, le grand crâne en renvoyait l'écho, et saisissant cette heureuse opportunité, je terminai mes propres mesures. Je me propose de vous les communiquer, mais tout d'abord, il faut dire qu'en ce domaine je ne suis pas libre de donner des mesures fantaisistes selon mon bon plaisir, car vous pourrez, pour vérifier mon exactitude, vous référer à des autorités en matière de squelette. Il y a, m'a-t-on dit, un musée du Léviathan en Angleterre, à Hull, port baleinier de ce pays, où se trouvent de beaux échantillons de dos en rasoir et d'autres cétacés. J'ai également entendu dire que le musée de Manchester, dans le New Hampshire, détient ce que ses propriétaires appellent le seul spécimen parfait d'une baleine du Groenland ou de rivière des États-Unis. En outre, à Burton Constable, quelque part dans le Yorkshire, en Angleterre,
Un certain Sir Clifford Constable possède le squelette d'un cachalot, mais d'une taille moyenne, et qui n'est en rien comparable en dimension à celui de mon ami le roi Tranco. Dans l'un et l'autre cas, les cétacés échoués auxquels appartenaient ces squelettes furent revendiqués par leurs propriétaires pour des motifs similaires. Le roi Tranco s'en empara parce qu'il en avait envie, et Sir Clifford parce qu'il était seigneur de ces lieux. La baleine de Sir Clifford avait été entièrement articulée de sorte que, telle une immense commode, vous pouviez ouvrir et fermer tous ses tiroirs, déployer ses côtes comme un gigantesque éventail et vous balancer toute la journée sur sa mâchoire inférieure. Il est question de poser des serrures sur ses trappes et volets, de sorte qu'un valet en fera les honneurs aux visiteurs, un trousseau de clés aux côtés. Sir Clifford pense demander 2 pence pour jeter un coup d'œil dans la galerie des échos surnaturels de la colonne vertébrale, 3 pence pour entendre l'écho dans la cavité du cervelet, et 6 pence pour la vue incomparable qu'on a de son front. Les dimensions du squelette que je vais maintenant donner sont copiées textuellement d'après mon bras droit sur lequel je les avais fait tatouer, car mes vagabondages effrénés de cette époque ne m'assuraient aucun autre moyen sérieux de conserver ces précieuses statistiques. Mais vu l'espace restreint et désireux de laisser en blanc les autres parties de mon corps pour un poème que j'étais alors en train de composer sur les endroits encore non tatoués qui pouvaient me rester, je ne me mis pas en peine des pouces en plus ou en moins. Aussi bien les pouces ne devraient-ils pas entrer en ligne de compte dans une mensuration convenable de la baleine.